Vous en avez pris l'habitude, notre baromètre Optimis, qui est une plateforme d'échange qui met en lien des entreprises qui cherchent des développeurs, des chefs de projet, des architectes, et puis de l'autre, ceux qui cherchent à répondre à ces offres. Et ça marche plutôt bien. C'est aujourd'hui, Frédéric Douminc, bonjour, président d'Optimis. C'est combien un peu de transactions qui passent comme ça sur Optimis? Ça va être 400 millions d'euros d'achat, volume d'achat de transactions. Donc on commence à avoir une data très riche et très pertinente. Voilà, et c'est justement cette data qu'on vous demande de venir nous montrer, nous démontrer et nous expliquer un peu où sont les pénuries de compétences en ce moment. Quels sont alors c'est toujours très tendu partout, mais quels sont les métiers un peu plus tendus que d'autres? Et on va en parler aussi avec Hervé Camus. Bonjour. Bonjour. Hervé, merci d'être avec nous. Vous êtes président et fondateur d'Atlantic Finance, cabinet de conseil en fusion-acquisition autour des ESN. Alors il y a combien d'ailleurs? Si j'enlève les quelques grandes, on peut dire que vous en identifiez combien en France? L'ordre de grandeur, c'est un peu plus de 5000 ESN de toute taille. Voilà. Presque de l'indépendant à ceux qui commencent à être de belles ETI. Et justement, et on va en reparler avec vous parce que c'est peut-être le moment des consolidations. Ça l'était peut-être plus il y a 3 mois, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles on doit avancer. Alors, on va démarrer sur le baromètre. Donc, comme Frédéric vous le disiez à l'instant, des datas qui nous remontent du marché, de ce que demandent les uns, ce que veulent, ce que offrent les autres de l'autre côté. C'est toujours très tendu sur certains métiers, mais ça reste un marché. Mais voilà, on voit quelques tendances. Ça reste un marché ultra tendu puisqu'on est à la 7e, c'est le 7e trimestre de hausse consécutive de la demande client. Donc, on a complètement oublié le Covid là. Hein. On a complètement oublié le Covid. On est à peu près à 70% de besoins, de demandes en plus que avant Covid. Hein. Donc c'est un volume très important. Ce qu'on peut noter au deuxième trimestre 2022, c'est une première baisse. Donc après 7 trimestres de hausse, entre 5 et 15% en moyenne par trimestre, hein, là on a une baisse de 13%. Ah oui, quand même. Ouais. Donc voilà, il s'amorce des choses. On prévoit pas un déclin, une dégringolade de la demande, mais voilà, il faut être assez vigilant. Après cette baisse des demandes, ça va permettre aussi de tous ces profils, parce qu'il y a une telle pénurie que voilà, ça permet de lâcher un peu de tension, mais on sait que si on se revoit dans 3 mois, on sera peut-être reparti à la hausse. Oui, alors c'est assez compliqué à prévoir. Hein. Ce qu'on note, c'est, je ne sais pas si les téléspectateurs voient le petit graphique. Oui, ça passe. Oui. On regarde aussi le volume de profils de compétences disponibles des ESN ou des freelances sur le marché. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une pénurie de plus en plus forte de profils. Donc c'est assez étonnant. Alors on l'explique comment, c'est qu'en fait, il se passe entre 6 mois et 9 mois, entre le moment où on a une demande, un projet client, ça dure entre 6-9 mois, on va dire, pour faire simple. Donc en fait, il y a toujours un décalage entre l'offre et la demande. Donc là, ça passe en doute. Et puis ça dépend des métiers. À un moment, on a besoin de développeurs. D'autres moments, là en ce moment, on voit qu'il y a un gros besoin d'architectes techniques parce qu'on met du cloud, parce qu'on cherche aussi à se libérer de son legacy. Et là, il faut des gens qui réfléchissent un peu à comment architecturer tout ça. Ouais, vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a moins 13% au global sur les demandes, mais il y a plus 18% sur les métiers de l'architecture et du cloud, donc plus 18, et plus 15% sur les métiers de la data. Donc en fait, tous les métiers, toutes les fonctions ne sont pas impactés de la même manière. Alors la pénurie de ressources continue, et du coup, comment on fait pour aller chercher les ressources? Alors on essaie d'aller les former, mais on vous le dit chaque semaine, c'est 15 000, selon Numéum, c'est 15 000, il manque 15 000 postes aujourd'hui, dans la cyber il en manque autant, enfin voilà, on a vraiment cette pénurie. Le moyen, c'est de former, mais former, encore faut-il trouver les gens, qu'ils soient jeunes ou qu'ils viennent d'autres métiers, c'est compliqué, ça prend du temps. Et parfois, le moyen, et vous travaillez sur ces sujets-là, justement, Hervé Camus, avec votre cabinet Atlantic Finance, c'est de fusionner des ESN, des petites, des grandes. Absolument. Et là, alors, aujourd'hui, c'est ce phénomène de concentration, de consolidation. Il s'accélère, c'est un grand mot, mais en tout cas, il est bien présent. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche, ça bouillonne, voilà, chercher le terme. C'est un marché encore très très actif malgré la conjoncture. Il y a beaucoup de similitudes avec ce que Frédéric vient de décrire dans le monde de la prestation. Donc un marché très actif malgré la conjoncture. Alors, en matière de fusion-acquisition, le secteur IT a toujours été extrêmement actif, le plus actif parmi tous les secteurs économiques. Ça, on le sait depuis
très longtemps. On l'a vu cet été, Sopra, Carrage TCS, si je parle des grosses, mais il y en a plein des petites aussi qui sont passées un peu sous nos radars parce que c'est des petites acquisitions. On parle beaucoup des grosses, mais il y a énormément de transactions à toute taille de sociétés, ESN comme éditeur de logiciels d'ailleurs. Alors ça n'a pas empêché ce marché de la fusion-acquisition, comme le marché de la prestation, de subir la crise sanitaire qui a marqué une pause sur ce marché, mais ça n'a pas foncièrement changé la tendance. Et comment on valorise justement ces ESN? Parce que c'est de l'humain, c'est de la. Voilà, on compte le nombre d'ingénieurs, donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, ces compétences. Alors une ESN, c'est beaucoup d'humains, c'est aussi un petit peu de finance. Oui. Donc les éléments principaux et classiques de valorisation, c'est la rentabilité, le résultat d'exploitation, c'est l'implication, la motivation du management à rester, c'est le potentiel du marché sur lequel ou lesquels l'ESN se trouve. C'est bien entendu la qualité de ces consultants, les positionnements, vous l'avez évoqué Frédéric à l'instant. On accorde dans le monde de la fusion-acquisition une prime aux sociétés qui sont les plus spécialisées. D'accord. Les plus spécialisées, soit sur des Si je cherche une spécialisée en architecture cloud, aujourd'hui, elle va valoir plus cher que celle qui fournit que du développement Java. Si je résume un peu. Tout à fait. Alors le développement Java est bien valorisé également. Bien valorisé aussi, mais vous avez parfaitement raison. Elles seront mieux valorisées que des sociétés au positionnement technologique plus traditionnel, moins demandé par le marché. Et Frédéric Dubreuil, c'est ce que vous remarquez aussi, alors au-delà de la plateforme Optimis, mais voilà, vous voyez que toutes les ESN sont en cours de réflexion pour se dire avoir des compétences et aller les chercher dans de l'organique, dans de l'externe. Je parle sous le contrôle d'Hervé, mais nous, on parle avec des milliers de SN, elles ont toutes un frein à leur croissance, toutes, 100%, c'est leur capacité à recruter. Ouais. Donc on a des ESN, elles ont des projets, mais... elles ont des demandes clients, on le voit, et puis la demande est là. Ce qui fait qu'une ESN n'a pas fait des taux de croissance supérieurs à 10-15%, qui sont déjà des bons taux de croissance, c'est son incapacité à recruter plus d'ingénieurs. Ouais. Je parle même avec des patrons de SN qui me disent, nous on a du mal, on ne peut pas faire face juste au turnover de nos consultants. C'est-à-dire qu'on a à peu près 10-15% de turnover, parce que c'est un métier qui est très... L'ingénieur, il vient dans une ESN, il repart sur un autre projet assez vite. Rien que ce turnover-là, il y a certaines ESN qui ont du mal à le... D'où l'idée d'aller racheter des ESN spécialisées. Oui. Et ça, je pense que c'est le driver principal de l'ESN qui veut racheter une autre, c'est racheter des ressources. Oui. Effectivement, la qualité des CV, des ingénieurs. Et là c'est le bon moment, Hervé. Je disais peut-être qu'il y a 3-4 mois, pour ceux qui voulaient vendre, il y avait peut-être une plus grande fenêtre de tir, parce qu'évidemment, il y a le contexte global, qu'il faut d'incertitude liée à tous les événements que l'on connaît hors IT. Mais voilà, ça reste, il y a des belles affaires à faire. Ça reste le bon moment, un peu comme l'a expliqué Frédéric à l'instant. On observe sur les valorisations d'entreprises, IT en général, donc ESN, éditeurs et autres, que depuis le début de cette année, depuis le deuxième trimestre de cette année, on semble être sur un plateau légèrement descendant sur les valorisations d'entreprises, sur la valeur d'une entreprise qui souhaite se mettre sur le marché pour une cession. On est sur un plateau légèrement descendant, mais avec des valorisations qui restent très élevées. Ouais, et puis, il y a cette partie, et puis il faut cette taille critique aussi aujourd'hui, on le voit bien pour les ESN, parce qu'on va leur demander de réagir sur un territoire français, puis maintenant sur un territoire européen, voire mondial. Ça aussi, c'est important. Absolument, c'est quelque part une course à la taille. Quand on parle avec des patrons de ESN, tous nous disent, quelle que soit la taille de leur ESN, qu'ils doivent atteindre un seuil critique supplémentaire pour effectivement accéder à des compétences supplémentaires, à des marchés supplémentaires, à des projets supplémentaires. Il y a une course à la taille. Frédéric, depuis Optimis a été créé il y a combien de temps ? Il y a une quinzaine d'années déjà. Et voilà, sur toute cette évolution, c'est la première fois que vous vous retrouvez dans cette situation autour des ESN, parce que la pénurie de compétences, on sait qu'elle est présente, alors elle a ses petits hauts, ses petits bas, mais enfin elle est plutôt sur la terme haut. Mais voilà, ce bouillonnement autour des ESN, de cette recherche. Claire, il n'y a jamais eu autant de ESN. Hervé parlait de 5000. Nous, voilà, c'est ça, il y en a beaucoup. Alors, ce qui change quand même, c'est que avant, les grands donneurs d'ordre
achetaient auprès de très grosses ESN, Ouais. et les petites ESN étaient en sous-traitance de ce c'est ça. masqué ou pas. Aujourd'hui, donc grâce à des plateformes comme la nôtre, alors ces petites ESN, elles ont quand même une place, Ouais. parce qu'elles peuvent accéder à des marchés de manière structurée. Et plus elles sont spécialisées, mieux c'est en Voilà, plus. nos clients, ils adorent aussi les petites ESN ou les freelances qui sont ultra spécialisés, même s'ils n'ont pas les tailles critiques. Mais ils ne peuvent pas forcément les acheter en direct, d'où l'intérêt de ces plateformes. On fera un débat là-dessus, sur ces valorisations de SN. Merci à tous les deux. Frédéric Doumenc, président d'Optimis, notre partenaire. Donc, sur ce baromètre à regarder, c'est assez intéressant de regarder chaque mois et d'aller sur le site d'Optimis. D'ailleurs, vous avez toutes les datas en clair et puis qui sont des vraies datas. C'est vraiment ce qui se passe sur le marché. Et Hervé Camus, président fondateur d'Atlantic Finance. Merci. À tous les deux. Allez, on se retrouve tout de suite.